c'est un témoignage, il y a encore des gens vivants, j'espère, bon c'est vrai que ça passe, mais il y a des gens qui peuvent encore le confirmer. Je tiens cette information de mon père parce que mon père est un grand ami de Mustafa al-Sharif et vice-versa, et il m'a dit, Cheikh Barslan demandait à Moussa el-Hajj de lui faire venir à domicile les étudiants maghrébins de manière générale, parce qu'au début il avait cru qu'avec l'étoile nord-africaine ça couvrait l'ensemble du Maghreb, et ensuite il s'est rendu compte que c'était pas maghrébin, c'était algérien. L'étoile nord-africaine est quasiment exclusivement algérienne. Et donc, quand les étudiants partaient, c'était des petits groupes, hein, c'est pas. Ils étaient convoyés vers Cheikh Barslan qui les travaillait. Les recevait. Je ne sais pas, tu résumes, comment tu veux résumer comment se fait l'influence. L'influence, eh bien, résume-nous également cette vision du monde, cette idéologie à la Arslan. C'était quoi C'était le nationalisme islamiste. Ah. Cheikh Barslan avait une idée extrêmement intéressante. C'est un homme d'une très grande culture, c'est un homme qui est extrêmement subtil, très intelligent, très au fait, un militant nationaliste, c'est indiscutable. Qui a fait la guerre aux côtés de l'Empire ottoman, je crois même qu'il s'était engagé contre l'Avance d'Arabie. Il a fait l'Égypte, il a fait la guerre contre les Italiens, Baroud contre les Italiens en Tripolitaine, et ensuite il s'est retrouvé donc dans les années 30 à Genève, en Suisse, jusqu'à sa mort. Je crois qu'il est mort en 42 ou en 43. Donc Cheikh Barslan a joué un rôle très important dans la réorientation des manières de voir de Moussa el-Hajj. Il y a une différence, il faut le dire, il y a une différence. En termes de formation, en termes de vision, d'éducation. En termes de vision, d'éducation, et en termes aussi de perception de ce que c'est qu'une nation. Cheikh Barslan savait ce que c'est qu'une nation. Moussa el-Hajj ne savait pas ce que c'est qu'une nation. Parce que dans la culture des Algériens, le mot Ummah, son principal journal s'appelait Ummah. C'est quoi le Ummah? Communauté, nation au sens large du terme, culturellement-religieuse, ou bien nation dans le sens nationaliste, comme l'a produit le 19e siècle français. C'est-à-dire une nation qui se construit à partir d'un État. C'est-à-dire dans la tête d'un mouvement comme celui de Moussa el-Hajj, il y avait un amalgame et il n'y avait pas de... C'était le brouillard total. Et malheureusement, ce n'est pas la faute à Moussa el-Hajj. Il ne s'agit pas de culpabiliser ou de lui faire un procès. Moussa el-Hajj, c'était un type, la formation. Qu'est-ce qu'il avait? Certificat d'études. Quand il a débarqué à Paris, il a peut-être travaillé quelques mois dans une entreprise, et ensuite il était marchand de légumes, en poussant une charrette. Ça n'a rien ce n'est pas déshonorant. Mais... Ça n'est pas également une insulte et un dénigrement. Absolument pas. C'est des faits historiques. Ce sont des faits. Ce sont des faits. Le problème, c'est qu'en plus, il était tellement pris par l'activité politique, l'activité militante, c'était un grand militant. Et il était soutenu par le Parti communiste français, par les unions coloniales, mais c'était un type qui avait un instinct patriotique qu'on a pris pour du nationalisme. Il n'y a pas de projet nationaliste. C'est nationaliste au sens moderne du terme. Étoile nord-africaine, PPA au début. Ne penses-tu pas qu'il y a maintenant une sorte de remise en cause de ce que tu viens de dire, c'est-à-dire une remise en cause de toute une perception de la conscience nationale chez Moussa el-Hajj, du nationalisme, de la naissance du nationalisme, etc. Tu es en train de remettre en cause ces évidences. Bien sûr, il faut les remettre en cause. Il faut les remettre en cause, pas pour détruire, pour ouvrir la perspective d'une réflexion critique. Moussa el-Hajj était plus proche des ulama que de Abbas. Abbas, on a beaucoup glosé sur sa fameuse phrase « j'ai visité les cimetières, etc. Je n'ai pas trouvé de nation algérienne. » Mais dans la logique
modernitaire de sa pensée, il a raison. Ah. Il a parfaitement raison. Parce que les fondements basiques de la nation algérienne n'existaient pas. Sauf pour les ulama et pour Moussa El Haj. Mais lorsque tu parles, excuse-moi, c'est très sensible. Oui. Parce que les questions sont d'actualité aujourd'hui. Bien sûr, nous y sommes, nous sommes toujours Oui, dedans. en plein dedans. Alors, lorsque tu parles des fondements basiques identitaires de la nation, Oui. c'est vague éventuellement. Oui. C'est quoi ces fondements qui n'existaient pas? Oui. Alors, ça n'existait pas chez les ulama, ça n'existait pas dans l'étoile nord-africaine. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés ciblés essentiellement et obnubilés par les questions identitaires. Qu'est-ce qui nous distingue de l'autre? C'est la langue et la religion. Ce n'est pas le cas de Farhat Abbas. Et pour toi, oui, d'accord. Farhat Abbas, son problème est ailleurs. La nation chez Farhat Abbas se pose en termes de citoyenneté, de droits et de devoirs. Ce n'est pas la même chose. Et pour toi, ni la langue, ni la religion ne constituent le fond de la notion de nation. Ils ne constituent pas le socle fondamental de la nation. Ce sont des éléments composants, nécessaires mais non suffisants. À ton avis, toi, Oui. en tant qu'intellectuel universitaire, Oui. quels sont les fondements d'une nation? C'est quoi les fondements d'une nation? Le concept lui-même, moi je reprends les thèses d'Ernest Renan. Qu'est-ce que la nation? Oui. C'est complètement, c'est différent dans l'espace et dans le temps et dans le. Il est discuté. Effectivement. Il est discuté. D'accord. Mais c'est quoi une nation? C'est quoi une nation? Une nation, c'est un concept nouveau qui est né à la fin du XVIIIe siècle. Il y a eu quelques petites réflexions autour de cette histoire, paradoxalement, dans l'histoire britannique. Une nation se constitue quand d'abord l'individu est reconnu en tant que tel, et en tant qu'homme, être humain, disposant de droits fondamentaux, inaliénables, et définissant ses rapports avec autrui à travers des devoirs réciproques. C'est à ce moment-là que commence à naître l'idée de la nation. Qui c'est qui articule ça? Qui c'est qui garantit les droits de l'individu et qui gère les relations des devoirs entre les citoyens? C'est l'État. Donc l'état de droit, plus tard. C'est ce qui va donner l'état de droit. Et l'état de droit, il repose sur quoi? Il repose sur une philosophie du droit, un droit positif. Or, l'idéologie du nationalisme algérien, dans l'idée aussi bien celle des ulama que celle de l'étoile nord-africaine ou du PPA, considère que la question du droit est résolue, elle est réglée. C'est la charia. De 14 siècles avant. Donc la notion de nation, dans l'imaginaire aussi bien de l'étoile nord-africaine, du PPA, dans la tête d'un Moussa El Haj, comme dans la tête des ulama, ne traduit pas, c'est-à-dire la notion de nation n'a rien à voir avec la notion de Ummah. Ummah qui renvoie à une géographie culturelle, à une géographie religieuse. Si, ils sont dedans, eux. C'est eux qui sont dedans. La Ummah, mais pas la nation. Ben, il faudrait qu'on s'entende, parce que la Ummah, c'est quoi? Une Ummah, c'est un concept de la philosophie politique de l'islam. Voilà. D'accord. Et la philosophie politique de l'islam ne retient comme fondement de la Ummah que la religion, parce qu'elle est fondatrice, et la langue. Et encore, plus la religion que la langue. Parce que la langue, dans la même Ummah, il y a des langues différentes. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est ce qui s'est profilé dans les premières années de ce que j'appellerais la révolution islamique, c'est-à-dire l'apparition de l'islam, avec les 4 premiers khalifes. Après, les choses vont changer. Après, on va se rendre compte que c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais le facteur géographique ne tient pas. N'est pas fondateur. N'est pas fondateur. Pourquoi? Parce que, par la force des choses, une religion qui apparaît et qui est prosélytique ne tient pas compte du facteur géographique. Elle annihile le facteur géographique. D'autant plus que dans le cas du Maghreb, l'étoile nord-africaine, l'ENA, qui d'une dimension maghrébine, n'a jamais, ni pendant, ni après, en quelque sorte, abouti à ce projet commun, à cet espace commun qu'on appelle, j'allais dire, le Maghreb. Bien sûr, bien sûr. Donc même la nation, pour la Oumma à une échelle régionale, pour le Maghreb, n'a pas abouti. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, parce que si on pense,
moi j'essaie de séparer la nation de la Oumma. Les Égyptiens, à un moment donné, ont créé le concept de Watan, Wataniya. Je pense qu'il est plus près de la réalité de la nation de type européen, plutôt que la Oumma. Le Watan, qui veut dire patrie. Le Watan, ça veut dire en même temps la patrie, donc le critère fondamental géographique est pris en charge. Et il faut une géographie de la nation. Et il faut une histoire qui cimente les composants de la nation. L'histoire qui cimente les composants de la nation se fait évidemment à travers la mise en place d'une philosophie du droit qui gère les questions fondamentales du droit de l'individu et les rapports de complémentarité du partage des devoirs. Ça, c'est fondamental. Sans ça, nous ne sommes pas dans la perspective nationale. Nous sommes dans le flou. Et à votre avis, à ton avis, c'est ce qui s'est passé pendant toute la période du mouvement national jusqu'à la guerre de libération. Alors, jusqu'à la guerre de libération nationale, ce qui est intéressant, et ça peut nous amener à réfléchir sur l'actualité, c'est